Autre problème de cette proposition constitutionnelle, c'est qu'elle impose une conception matérialiste de la personne humaine. C'est là un aspect symbolique de cette proposition qui, à mon sens, est presque aussi important que le choix de la laïcité de l'État. Parce que ce choix marque profondément l'âme du pays. C'est un choix ontologique radical, c'est l'affirmation d'une conception de l'être humain, une conception matérialiste et volontariste, qui affirme la domination de la volonté sur l'être, de la volonté individuelle sur la vie humaine. C'est un choix terrible qui déclare que la destruction de la vie humaine est une liberté humaine. C'est aussi un choix qui nous oblige à croire que l'homme n'a pas d'âme, mais seulement un corps doté d'intelligence. Vous avez été le président de l'initiative citoyenne Un de nous, qui a récolté 2 millions de signatures en Europe pour demander un statut juridique de l'embryon. Et vous êtes l'auteur de nombreux ouvrages, dont un qui s'intitule « Droit et prévention de l'avortement », publié aux éditions hospitalières. Grégoire Pépinck, nous vous écoutons. Merci beaucoup, Nicolas. Merci beaucoup. Je remercie chaleureusement le sénateur Ravier pour son invitation à venir parler ici au Sénat de ce problème important pour la France, qu'est l'avortement. Merci beaucoup de cette invitation. Merci également aux autres intervenants. Donc, mon propos va tenir en 3 points. Premièrement, l'avortement cause de graves problèmes, tant pour les femmes, les couples que pour la France. Deuxième point, la proposition de révision constitutionnelle aggrave ces problèmes. Troisième point, il est possible d'y répondre en réduisant le recours à l'avortement, même sans restreindre les conditions d'accès à l'IVG. Donc 3 points. Premier point, donc, l'avortement cause de graves problèmes. D'abord pour les couples et les femmes. À plusieurs niveaux, il y a bien sûr tout d'abord l'atteinte à la vie de l'enfant, qui est le problème évidemment le plus grave. La société ne devrait pas s'habituer à ce flot incessant d'enfants sacrifiés. Il y a ensuite les atteintes causées par l'avortement à la santé des femmes et des couples. Selon un sondage de l'IFOP de 2020, 92% des femmes déclarent que l'avortement laisse des traces difficiles à vivre. Elles sont 96% chez les 25-34 ans. L'avortement est un acte traumatisant pour de nombreuses femmes. Cela est largement prouvé par des études statistiques, notamment aux États-Unis. Outre les troubles physiques pour les femmes et les futures grossesses, l'avortement provoque aussi des troubles physiologiques et psychologiques, des dépressions, des idées suicidaires, notamment chez les jeunes. Ainsi, 42% des femmes qui ont avorté avant l'âge de 25 ans souffrent de dépression. Le taux de suicide est multiplié par 6,5 chez les femmes ayant avorté par rapport à celles qui ont accouché. La moitié des femmes mineures qui ont subi un avortement souffrent de pensées suicidaires. Donc tous ces chiffres, toutes ces données sont sourcées. Les femmes qui ont avorté ont aussi 3 fois plus de risques de subir des violences physiques, mentales et sexuelles que les femmes qui ont mené leur grossesse à terme. L'avortement affecte aussi les hommes. Ils sont une bonne proportion, peut-être jusqu'à 40%, à vivre une détresse psychologique après un avortement. Et l'avortement porte atteinte à de nombreux couples. Certaines statistiques évaluent à 22% la proportion des couples qui se séparent après un avortement. L'avortement a aussi des conséquences nationales, c'est un problème français. Et là, les chiffres parlent d'eux-mêmes, je vais les rappeler. En moyenne, en France, donc, il y a 220 000 avortements par an, donc près de 10 millions, même plus de 10 millions d'avortements depuis 1975. La France a beaucoup plus d'avortements que ses voisins, tant en nombre absolu qu'en nombre relatif. 223 000 IVG ont été réalisés en France en 2021, donc 223 000, contre seulement 99 900 en Allemagne. Donc plus du double en France par rapport à l'Allemagne. 88 000
en Espagne, 66 000 en Italie en 2020. En valeur relative, selon Eurostat, il y a en France 298 avortements pour 1000 naissances, contre seulement 129 pour 1000 naissances en Allemagne et 125 en Suisse, chez nos voisins. Donc presque 300 en France pour 1000 naissances, moins de la moitié en Allemagne et en Suisse. En France, ces avortements ne sont pas compensés par les naissances, en tout cas de moins en moins, puisque l'avortement reste à un taux élevé et que les naissances diminuent, vous le savez, en France en 2022. La France a connu un solde naturel le plus faible depuis 1946, en raison de la baisse des naissances et du maintien de l'avortement à un taux élevé. L'une des conséquences, bien sûr, est le vieillissement de la population. 21% de la population a plus de 65 ans. Et l'indice de fécondité en France diminue. Il est descendu jusqu'à 1,8 enfants par femme en 2022. Il est globalement inférieur à 2 enfants par femme depuis 1975. Encore selon l'INSEE, aujourd'hui, c'est l'immigration qui contribue pour près des 3/4 à la hausse de la population. Si l'IVG en France baissait de 50%, et nous verrons que c'est faisable puisque d'autres l'ont fait, l'indice de fécondité pourrait remonter et même dépasser les 2 enfants par femme. Mais ce n'est pas la direction prise actuellement en France. Deuxième point, la proposition de révision constitutionnelle aggrave ces problèmes. Tout d'abord, cela a été dit, elle n'apporte pas de solution ni d'aucune aide aux femmes. Toutes les mesures visant à aider ces femmes et les couples à éviter l'avortement ont été supprimées depuis la loi Veil. Le délai de réflexion, la consultation psychosociale obligatoire pour les majeurs, l'indication des aides favorables aux femmes enceintes et même le délit d'incitation à l'avortement a été abrogé, alors qu'il est établi que de nombreuses femmes sont poussées à l'avortement par leur conjoint ou par même parfois leur employeur. Toutes les mesures visant à prévenir l'avortement ont été supprimées au motif qu'elles constitueraient des obstacles à l'IVG, qu'elles stigmatiseraient les femmes. Pourtant, ce n'est pas le rejet social à l'IVG qui cause la souffrance des femmes, mais c'est l'IVG elle-même. Ce sera toujours un acte violent qui met fin à une vie. En fait, il est impossible de normaliser l'IVG, même en l'inscrivant dans la Constitution. Cela ne change rien à la nature de l'acte. Ensuite, l'avortement n'est pas vraiment une liberté. Pourquoi ? Parce que le plus souvent, l'avortement est subi et non pas choisi. Selon le planning familial international et l'Institut Guttmacher, 75% des femmes qui ont recours à l'avortement indiquent y avoir été poussées par les contraintes sociales ou économiques. La principale cause de l'avortement n'est pas tant la grossesse elle-même que le contexte dans lequel elle se produit. Car la même personne, la même femme, placée dans des circonstances plus favorables, n'aurait pas recours à l'avortement. Ce sont ces circonstances, ces contraintes sociales ou économiques qui déterminent la décision d'avorter. Les statistiques démontrent le déterminisme social de l'avortement. Plus une femme est pauvre et seule, plus elle risque de subir un avortement et d'en souffrir psychologiquement. Les femmes seules ont un risque supérieur de 37% à celles qui sont en couple de subir un avortement. De même, les femmes faisant partie des 10% les plus pauvres de la population ont un risque supérieur de 40% de subir un avortement par rapport aux 10% les plus riches, à groupe d'âge et situation conjugale identiques. La situation est la même en Angleterre ou aux États-Unis. Selon un sondage IFOP en France, la moitié des femmes déclarent que c'est la situation matérielle qui est la principale cause de l'avortement pour elles. Pour ces femmes, pauvres et seules, l'avortement n'est pas une liberté. D'ailleurs, il est instructif de voir que les personnes les plus modestes sont aussi les moins favorables à l'avortement et elles le sont moins que les personnes aisées. Le soutien à l'IVG est aussi plus faible chez les plus jeunes. 30% des 18-24 ans sont contre l'avortement, contre seulement 8% parmi les plus de 65 ans. La leçon de ces statistiques est que plus une personne est exposée à subir un avortement contraint, moins elle y est favorable. Autre point, l'avortement n'est pas un véritable droit de l'homme.
Non seulement ce n'est pas une véritable liberté, puisqu'elle est déterminée, mais il n'est pas non plus davantage un droit de l'homme, au moins au plan théorique du droit. L'avortement, on voit bien, fait mal. Ce n'est pas un concept ni une liberté abstraite, mais une réalité dure. L'avortement ne sera jamais un véritable droit humain, mais seulement une violation ou une dérogation au droit au respect de la vie. Pour la simple raison qu'il ne peut pas y avoir de droit sur l'existence d'un être humain, même qualifié seulement de potentiel, car cet être existe. C'est d'ailleurs, jusqu'à ce jour, la position de la Cour européenne des droits de l'homme, qui a déclaré à plusieurs reprises, solennellement, que le droit au respect de la vie privée de la mère, je cite, ne saurait s'interpréter comme consacrant un droit à l'avortement, car la grossesse, autre citation, ne peut pas être considérée comme relevant uniquement de la sphère de la vie privée. Elle met en cause un autrui, l'enfant à naître. À l'égard de l'enfant à naître, la Cour européenne précise que les États peuvent légitimement choisir de considérer l'enfant à naître comme une personne et protéger sa vie. Fin de citation. Il ne peut donc pas y avoir de droit fondamental à l'avortement sur une personne, fût-elle que potentielle. D'ailleurs, le Code de la santé publique français suffit à montrer que le principe est le respect de la vie, que l'avortement n'est qu'une exception à ce principe soumise à condition. Enfin, autre point, cette proposition de révision menace les libertés de conscience et d'expression, parce qu'elle place le droit à l'IVG au même niveau. Tout d'abord, elle menace la liberté de conscience. Le fait qu'une proportion importante et croissante de médecins refusent en toute conscience de pratiquer l'avortement démontre que cette pratique pose problème gravement. C'est une chose pour un parlementaire de voter en faveur de l'avortement. C'en est une toute autre pour un médecin ou une sage-femme de devoir le pratiquer, d'avoir du sang sur les mains. L'allongement du délai légal de l'avortement, voté récemment, n'a fait qu'aggraver ce problème. Vous savez à quel point le lobby de l'avortement veut la suppression de la clause de conscience. Il mène à cette fin une campagne mondiale, y compris en France, où elle a échoué ces dernières années. La proposition de révision constitutionnelle constitue une nouvelle menace pour la clause de conscience. Vous le savez, elle est ainsi rédigée, je cite, « La loi garantit l'effectivité et l'égal accès au droit à l'IVG ». Cette disposition, et en particulier la notion d'effectivité, fait obligation au législateur de supprimer les obstacles indus à l'IVG. Or, l'objection de conscience est présentée comme une entrave à l'IVG, notamment par la Commission aux droits des femmes de l'Assemblée nationale. Ainsi, au nom de l'objectif constitutionnel d'effectivité de l'accès à l'avortement, il serait possible de justifier une future suppression ou réduction drastique de la clause de conscience. Certes, cette clause s'appuie sur la liberté de conscience et a explicitement valeur constitutionnelle depuis 1975. Toutefois, si le droit à l'avortement est inscrit dans la Constitution, le Conseil constitutionnel pourra le mettre en balance avec la liberté de conscience. Il pourrait alors considérer que celle-ci est suffisamment garantie par la faculté de changer de profession ou de spécialité, à l'instar des pharmaciens qui ne bénéficient pas de cette clause. Cette suppression permettrait notamment de conditionner l'accès aux professions médicales à l'acceptation préalable de pratiquer l'IVG chirurgicale ou de prescrire l'IVG médicamenteuse. Une telle restriction a déjà été acceptée dans son principe par 3 juges de la Cour européenne des droits de l'homme dans une affaire qui ont validé la discrimination à l'embauche d'une sage-femme en raison de son objection de conscience en 2021. Donc le danger est bien réel. Cette proposition menace aussi la liberté d'expression, car consacrer l'IVG dans la Constitution en fait un dogme qui la place au-dessus du doute et de toute discussion démocratique. Si l'IVG devient un droit constitutionnel, alors critiquer l'avortement reviendra à s'opposer à une valeur de la République. En pratique, au moins, la liberté d'expression s'en trouverait considérablement réduite. Or, l'avortement ne doit pas rester tabou. Autre problème de cette proposition constitutionnelle, c'est qu'elle impose une conception matérialiste de la personne humaine.
C'est là un aspect symbolique de cette proposition qui, à mon sens, est presque aussi important que le choix de la laïcité de l'État. Parce que ce choix marque profondément l'âme du pays. C'est un choix ontologique radical, c'est l'affirmation d'une conception de l'être humain, une conception matérialiste et volontariste, qui affirme la domination de la volonté sur l'être, de la volonté individuelle sur la vie humaine. C'est un choix terrible qui déclare que la destruction de la vie humaine est une liberté humaine. C'est aussi un choix qui nous oblige à croire que l'homme n'a pas d'âme, mais seulement un corps doté d'intelligence. Une constitution sert à conférer des institutions à un peuple pour qu'il puisse persévérer dans l'existence. Le but ultime d'une constitution est de servir ce peuple. Placer la liberté avant la vie est un suicide. Certes, l'homme est libre, mais il est d'abord vivant. La vie est un préalable à la liberté. Enfin, en conclusion, troisième point, il est possible de réduire le recours à l'avortement sans même en restreindre les conditions d'accès. D'autres pays européens l'ont fait. En France, le recours à l'avortement est parmi les plus élevés d'Europe et il ne diminue pas à la différence de nos pays voisins. En France, nous sommes même passés de 202 000 avortements en 2001 à 232 000 en 2019. Nous sommes à un maximum. À l'inverse, le recours à l'avortement baisse considérablement chez nos voisins. Depuis 2000, il a été réduit de moitié en Italie. Et il est passé de 134 000 à 99 000 en Allemagne. Cette baisse n'est pas due au seul vieillissement de la population, car le taux d'avortement par naissance a aussi baissé, en passant de 150 avortements à 129 avortements pour 1000 naissances en Allemagne, et de 195 à 162 avortements pour 1000 naissances en Italie. En France, il reste autour de 300 avortements pour 1000 naissances. En Hongrie, le recours à l'avortement a été divisé par 2 entre 2010 et 2021, sans changer la loi, en passant de plus de 40 000 avortements à 21 000 avortements par an. Ce n'est pas non plus dû au vieillissement de la population, car le taux d'avortement par femme en âge de procréer a baissé de plus de 42% en 10 ans, par la politique menée par le gouvernement sans modifier la loi relative à l'IVG. Ces différentes baisses nous donnent la preuve qu'une politique de prévention et d'aide aux femmes et aux couples permet en quelques années de faire chuter le recours à l'IVG sans même en restreindre les conditions d'accès légal. Si l'avortement est mauvais pour les femmes, pour les couples, pour les professionnels de santé et même pour le pays, pourquoi alors le promouvoir quand il est possible de mener une politique de prévention ? D'ailleurs, c'est ce que veulent les Français. Selon un sondage IFOP de 2020, 73% des Français estiment que la société devrait aider les femmes à éviter l'IVG. Ce chiffre est en augmentation. 88% des Français sont favorables au lancement d'une campagne de prévention de l'IVG. Et 84% sont favorables, par exemple, notamment, à ce que l'on indique toujours aux femmes enceintes les aides qu'elles peuvent recevoir pour garder et élever leur enfant. Pourquoi alors en France avons-nous supprimé l'information donnée aux femmes enceintes pour les aider à garder leur enfant et à l'élever ? La France s'est d'ailleurs engagée à protéger la maternité, avant comme après la naissance, en droit international. Ainsi, elle a ratifié le pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels et elle s'est engagée, elle a reconnu qu'une protection spéciale doit être accordée aux mères pendant une période de temps raisonnable avant et après la naissance des enfants. La France a aussi reconnu, en ratifiant la Convention sur les droits de l'enfant, que l'enfant, en raison de son manque de maturité physique et intellectuelle, a besoin d'une protection spéciale et de soins spéciaux, notamment d'une protection juridique appropriée, avant comme après la naissance. Plus encore, la France s'est engagée lors de la conférence internationale du Caire sur la population et le développement en 1994, je cite, à réduire le recours à l'avortement et à prendre des mesures appropriées pour aider les femmes à éviter l'avortement. Selon cette déclaration, je cite, « Tout devrait être fait pour éliminer
la nécessité de recourir à l'avortement. Ainsi donc, je vous exhorte, je vous demande, pour le bien des femmes et celui de la France, à considérer l'avortement pour ce qu'il est, un problème social qu'il faut prévenir autant que possible.